La stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise, on a l'impression que c'est un mot qui a toujours fait partie du vocabulaire des grands groupes, mais on le retrouve aujourd'hui de plus en plus dans les entreprises artisanales. Voire même aujourd'hui, si vous avez pour ambition de vous mettre à votre compte, si vous êtes en phase de réflexion, eh bien, on va vous parler dès le départ sur quelle est votre stratégie d'entreprise. Alors, est-ce que c'est vraiment important d'avoir une stratégie d'entreprise? Est-ce que je risque gros si je démarre sans stratégie d'entreprise? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et je suis accompagné par Marine Vincent, conseillère en développement stratégique justement pour les TPE et les PME, et nous allons voir ensemble de quelle manière nous allons pouvoir répondre à cette question. Mais avant de démarrer, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreur Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Marine, merci, bienvenue et merci d'avoir répondu présent à mon invitation et d'être venu sur le plateau de La Main Forte. Merci de m'avoir invité. Alors, Marine, la stratégie, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu sourire quand on est artisan et qu'on se dit ouais, je vais développer la stratégie de mon entreprise. Mais c'est pas quelque chose qui est réservé aux grandes entreprises. Qu'est-ce que ça vient foutre dans l'artisanat, la stratégie? Dis-moi. C'est essentiel, même pour une petite entreprise. Mais non, c'est vrai. Oui. Oui. C'est vrai que souvent, on se dit, oui, bon, les grandes entreprises, elles ont leur stratégie. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas destiné qu'aux grandes entreprises. Mais alors, c'est quoi la stratégie d'une entreprise? La stratégie d'une entreprise, c'est la direction dans laquelle elle veut aller. Son objectif ultime, entre guillemets. Sachant qu'il peut être revu. Hein, sa stratégie peut changer. Ah, on peut changer de stratégie en entreprise. D'accord. Bien sûr. Mais c'est vraiment ce qui va guider toutes mes actions, en fait. C'est de me donner ce grand objectif qui va être décliné en petits objectifs de façon à obtenir ce que je veux. Ce que je veux pour moi, mais aussi pour mon entreprise. D'accord. Mais alors, qui c'est qui la décide, la stratégie? C'est le patron, c'est les employés, c'est l'actionnaire. Mais qui c'est qui s'occupe de cette stratégie? Est-ce que c'est les employés qui décident en allant bosser quelle stratégie ils vont mettre en place? Ils peuvent participer. Ils seront jamais décisionnaires finaux, mais ils peuvent participer et souvent, ça apporte beaucoup de choses d'ailleurs. Donc je vous encourage tous d'ailleurs à travailler avec les équipes. Est-ce que c'est également le client qui va décider la stratégie de l'entreprise? Quelque part, oui, parce qu'il va avoir un comportement, il va avoir des attentes. Moi, en tant qu'entreprise, je dois répondre à ces attentes. Donc, quelque part, ils vont conditionner ma stratégie automatiquement. Parce que, comme je disais, en fait, une stratégie, c'est mon objectif ultime. Et dans cet objectif ultime, on va avoir des petits objectifs. On va avoir une stratégie de communication, une stratégie commerciale, une stratégie financière. Donc ça, c'est mes petits objectifs, entre guillemets. Donc forcément, la façon dont je vais communiquer avec mes clients, ça va passer par ma stratégie commerciale, ma stratégie de communication, par exemple. Tu vas pas me dire qu'avant, les gens mettaient en place la stratégie. Moi, je me rappelle quand les artisans se lançaient dans les années 80, ils arrivaient souvent de l'étranger avec la camionnette qui venait d'Italie, d'Espagne ou du Portugal. Les gars, ils se mettaient à leur compte et on leur parlait pas de stratégie. Ils remplissaient le camion de sable, ils mettaient du ciment, la bétonnière et ils partaient au chantier. Il n'y avait pas de stratégie là-dedans. Et alors, du coup, si je te pose une question, oui. Est-ce que tu connais beaucoup d'artisans? Oui. Est-ce que ceux qui sont montés dans les années 80 et ceux qui n'ont pas évolué vont bien aujourd'hui? Mais tu as raison. En fait, évidemment que le monde, il a énormément changé. Oui. On ne se met plus à son compte aujourd'hui. On ne monte plus une entreprise artisanale dans le bâtiment comme on le faisait dans les années 80 et même dans les années 90. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en fait, toute la vague d'immigration qui était venue pour se mettre à leur compte, qui sont des gens qui ont travaillé en France, qui ont produit de la richesse en France dans les années... peu importe, de 60 à 80, 90. Aujourd'hui, ça a effectivement changé puisque la main-d'œuvre qui arrive de l'étranger, comme on a vu des pays de l'Est et tout ça, ne vient pas se mettre à son compte, mais elle vient pour travailler comme ouvrier. Oui. Donc, c'est quand même un révélateur parce qu'il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, se mettre à son compte en France, devenir artisan en France en 2020 ou en 2021, c'est bien plus compliqué que ça ne l'était dans les années 80. Les entreprises sont beaucoup plus taxées, on a beaucoup plus de fiscalité, les marges sont beaucoup plus serrées et donc, effectivement,
effectivement, on est obligé de se poser en amont des questions, car on a de moins en moins le droit à l'erreur. C'est extrêmement facile de se prendre les pieds dans le tapis et de se casser la gueule, de faire une faute de gestion, une erreur stratégique. On se trompe de client sur un chantier et là, ça peut être la catastrophe pour toute la vie de l'entreprise. Les petits écarts ou les conneries dont on avait les moyens de se relever dans le passé, aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus effectivement les mêmes marges de manœuvre pour se relever d'une erreur. C'est vrai. Alors, du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est que qui est-ce qui va pouvoir m'aider dans la stratégie? Parce que moi, je suis un artisan du bâtiment, je me mets à mon compte, je ne me suis pas vraiment posé cette question. Ou alors peut-être qu'en fait, je me la suis posée, mais je ne sais pas que je réponds à des questions stratégiques. Qui c'est qui va pouvoir m'aider pour répondre à ces questions-là? Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, c'est que le premier stratège de l'entreprise, ça va être le dirigeant. Il n'aura pas forcément conscience qu'il travaille sur sa stratégie, mais il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Avec qui je veux travailler, jusqu'où je veux aller, sur quel secteur je veux m'implanter, où je veux me développer, quel service je veux proposer. Par exemple, si je prends un électricien, je vais pouvoir faire des installations générales sur du neuf ou de la réno, mais aujourd'hui, je peux aller sur de la domotique, sur du photovoltaïque. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que je suis capable d'y aller? Est-ce que j'ai les moyens, les ressources, que ce soit humaines, matérielles, financières, pour y aller? Mais est-ce que, au fond, j'ai envie de me lancer dessus? Déjà, ça va être un pan de ma stratégie. Donc, la stratégie, ça démarre ici. C'est choisir ce qu'on veut faire, peut-être ce qu'on veut pas faire aussi, bien sûr. Et si je veux faire ça, peut-être voir également, est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis formé? Est-ce qu'il faut que je passe des qualifications? Comment le faire? C'est ça? Exactement. Avec qui je veux le faire? Est-ce qu'il me faut une équipe? Mais avec qui je veux le faire, c'est aussi quels sont mes partenaires. Parce que si je veux me lancer sur de la rénovation, de qui je peux m'entourer pour justement toucher des clients sur la rénovation? Ça peut être des architectes d'intérieur, des agences IMO, par exemple. Donc ça va être une question aussi hyper importante à se poser. Ça va être aussi mon banquier, mon expert comptable, mais ça peut aussi être sa consultante en stratégie. D'accord, ça c'est clairement ton métier. Donc tu es amené à proposer ce genre de conseils, c'est-à-dire en fait ouvrir les yeux sur les différents marchés qui s'ouvrent à l'artisan, c'est ça en partie, et puis peut-être, j'imagine, là les besoins qui vont être à mettre en place ou en œuvre par rapport au marché auquel on décide de s'installer, c'est ça? Bien sûr, oui, ça fait partie, c'est la majeure partie de mon travail, mais surtout le point d'entrée de ce travail, c'est l'ambition du dirigeant. Alors l'ambition, je m'entends, c'est jusqu'où je veux aller. Quelles sont mes motivations aussi, parce que je peux avoir des dirigeants qui veulent pas forcément d'équipe, parce que ça peut être compliqué, ou parce que après oui, c'est vrai que légalement, administrativement, le management, c'est des notions dont tout le monde n'a pas envie. Donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas un développement sur cette partie-là, mais ça peut être mieux vendre, par exemple. Puis d'un autre côté, je vais avoir quelqu'un qui veut, au bout de 2 ans, avoir 10 personnes pour développer un autre pan d'activité. D'accord, donc dans le fond, rester auto-entrepreneur, faire ce choix, c'est déjà une stratégie. Oui, ça peut. C'en est une, quelque part. Ça peut. Elle n'est pas très ambitieuse, mais on peut comprendre aussi pour les gens qui sont frileux. Puis après tout, moi, je connais plein de gens qui sont auto-entrepreneurs depuis des années. Ça leur va très bien comme ça. D'accord. Donc, ça peut être une stratégie. Bien sûr. OK. Donc, développer, on a dit peut-être... mais en fait, cette stratégie, moi, je sais que personnellement, quand j'ai démarré mon entreprise, j'ai démarré en auto-entreprise, donc je savais pas qu'un jour j'aurais une 50aine de salariés. Je pensais que si j'en avais 10, c'était le bout du monde. Bon, aujourd'hui j'en ai une 50aine. Alors du coup, plus on avance et plus on se dit qu'on peut avancer. Par exemple, je sais très bien qu'un jour j'en aurai sans doute une centaine ou peut-être 200 salariés. Je vois pas ce qui m'en empêche, puisque déjà que c'était pour moi assez incroyable d'arriver à en avoir 50. Maintenant, ça me pose plus tellement de problèmes. J'ai cassé j'ai cassé les barrières mentales. Déjà, de toute façon, le salarié le plus compliqué à embaucher, c'est le premier. Une fois que vous avez embauché un premier salarié, vous êtes tiré d'affaire. Vous savez que vous pouvez renouveler l'opération. Et surtout si le salarié, c'est un bon. Alors là, c'est incroyable. Moi, mon premier salarié, c'était une perle. Il est toujours dans l'entreprise. Et c'est ce qui m'a mis en confiance pour en embaucher d'autres. Ne pas se tromper sur le premier recrutement. Très, très important. Donc, du coup, voilà. La stratégie, ça peut être ça. La stratégie, effectivement, elle va évoluer. Toi, dans ton conseil, parce que t'es pas
Alors, je sais que tu conseilles beaucoup de gens dans le bâtiment, c'est pour ça qu'on se connaît, tu accompagnes des amis à moi. Mais est-ce que du coup, tu as des compétences particulières bâtiment? Est-ce que c'est nécessaire pour accompagner dans la stratégie? Est-ce qu'il faut connaître d'une manière générale le marché du bâtiment, le pro, le particulier? Ou est-ce que toi, tu es simplement sur la partie financière et tu sais qu'un particulier va, par exemple, te produire du BFR là où le pro n'en fait pas? Est-ce que toi, tu es sur la partie chiffrée, j'imagine? Et c'est une partie chiffrée, bien sûr. Mais alors, à force, on connaît le vocabulaire. Ça, c'est certain. C'est certain, mais une stratégie, ça va être une vision un peu omnisciente, on va dire, de l'entreprise. Donc, j'ai pas besoin de savoir exactement le terme des outils, etc. Mais bien sûr, moi, ce qu'il va me falloir pour bien accompagner, c'est aussi de connaître l'environnement de l'entreprise. Donc, je vais fouiller et je vais voir tout ce qui peut impacter l'entreprise et le dirigeant. Donc, automatiquement, pour chacun de mes clients, je connais leur secteur. Mais du coup, tu vas regarder ça avec un œil qui n'est pas l'œil du bâtiment, mais qui est l'œil de la partie financière, l'œil de la partie marketing, communication. Est-ce que un œil objectif. Est-ce que dans ton analyse, évidemment, il y a l'analyse du marché, il y a peut-être les études de marché, je ne sais pas si ça fait partie de la stratégie. Donc, mais est-ce que dans ton analyse, tu vas jusqu'à analyser en fait le dirigeant qui est en face de toi? Et est-ce que tu peux tout lui dire à ce dirigeant qui est aussi un client potentiel? Est-ce que tu peux lui dire s'il se pointe devant toi, qui veut monter sa boîte et que c'est une grosse quiche, tu peux lui dire ça? Alors peut-être pas comme ça, peut-être pas comme ça, mais bien sûr, on a tous des qualités et des défauts, et les dirigeants ont des qualités et des défauts, et surtout sur des petites structures, la personnalité du dirigeant peut être ce qui va faire marcher l'entreprise comme la mettre en difficulté. Parce que le dirigeant de TPE, PME, c'est son bébé en fait, c'est intrinsèquement lié. Donc oui, parfois, s'il y a des petites difficultés, je peux être amenée à dire il faudrait peut-être améliorer cet aspect-là. D'accord. C'est pas le plus facile, mais c'est pour ça que dans une relation comme ça, c'est très important d'avoir énormément confiance. L'un comme l'autre, d'ailleurs. Parce que très souvent, moi je connais bien le milieu du bâtiment, je suis un artisan, enfin je suis plus artisan aujourd'hui, mais bon, j'ai fait ce chemin en tout cas, et je sais aussi pour avoir rencontré beaucoup de confrères que nous les artisans, très souvent, on n'aime pas reconnaître quand on a tort. Nous, les artisans, on est un peu des têtes de nœud, on ne se remet pas facilement en question. Quand on est sûr qu'on a raison, on a raison. Et alors, encore plus quand l'entreprise, elle s'est développée, alors là, on est les rois du pétrole et on ne veut plus écouter personne. Comment tu fais par rapport à ce genre de comportement? C'est pas évident, ça, d'avoir affaire à ce public-là, le public des artisans, de ceux qui regardent cette émission, parce qu'on vous connaît, les gars. Hein. Oui, c'est pas toujours facile. Mais en général, quand j'ai affaire à des dirigeants, c'est pas moi qui suis vraiment allée les chercher parce que on n'aurait pas confiance en moi. Donc, c'est des gens qui viennent te voir, ils savent ce que tu sais faire. Oui. Et donc, ça veut dire que ce sont déjà des gens, certainement, qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes et à se remettre en question. Oui. Et qui sont prêts à t'écouter. Et oui, exactement. Et tout n'est pas facile à entendre, et c'est sûr, parce que quand ça fait 20 ans qu'on a son entreprise, que ça a fonctionné jusqu'à maintenant, c'est dur de changer. C'est dur de changer ses prix, c'est dur de restructurer son entreprise, par exemple, de prendre un conduc. J'en ai jamais eu besoin, pourquoi j'en aurais besoin maintenant? Souvent, ça fait beaucoup de bien. Il y a une phrase qui est terrible dans le bâtiment et on l'a toujours entendue, c'est « on a toujours fait comme ça ». Je vois pas pourquoi je changerais parce qu'on a toujours fait comme ça. Ah oui. Alors là, si vous nous écoutez et que vous avez toujours fait comme ça, ça c'est une phrase, vous la prenez, vous l'achetez à la poubelle. Bien sûr qu'on a toujours fait comme ça et quelquefois quand on se retrouve dans le mur, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc il y a un moment donné, il faut changer un petit peu de mindset ou de paradigme comme on dit aujourd'hui pour se dire que le monde il a changé et que on a toujours fait comme ça et que c'est effectivement peut-être une erreur en fait dans le fond que de ne pas vouloir se remettre en question. Donc, une des premières choses quand on travaille sur sa stratégie, c'est l'humilité et la capacité à se remettre en question et à écouter ce que les jeunes ils peuvent nous dire, parce que tu es toute jeune, toi, Marine. Quand tu viens conseiller un artisan qui a... Non, mais moi, j'ai monté ma boîte à 40 ans, donc quand tu viens, je veux dire, tu pourrais être ma fille, presque, en gros. Donc, c'est pas évident pour nous de faire confiance à des gens qui sont aussi jeunes. Mais on sait qu'il faut le faire, bien sûr. C'est peut-être des idées un peu nouvelles. Des fois, je bouscule un peu, certes. Je vais pas mentir. Ouais. Mais oui, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Et puis, j'ai envie de te dire, ça marche, oui, ça a marché jusqu'à ce que ça marche plus. Et c'est souvent là où c'est le plus dur.
Donc, autant s'y prendre à l'avance, d'anticiper, et après, ça engage à rien presque, de juste prendre du recul. C'est pas forcément faire appel à quelqu'un comme moi ou à son expert comptable. C'est simplement se dire, bon, aujourd'hui, j'ai ça. J'ai 25 salariés, j'ai tant de chiffres d'affaires. Ma zone de chalandise, c'est toute l'Occitanie ou tout le Grand Sud ou tout le Grand Nord d'ailleurs. Très bien. Il y a 15 ans, j'étais dans mon patelin. Bon, j'ai fait du chemin. Qu'est-ce qui m'a mené jusque-là? Jusqu'où j'ai envie d'aller? Mais de faire une rétrospective aussi sur ce qui a été une réussite, mais un échec aussi. Et un échec, ça va pas forcément être en termes péjoratifs. C'est parce que forcément, on aura tous des échecs et des réussites. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Mais c'est aussi en tirer des constats et des informations et des choses que je ne reproduirai pas. Parce que maintenant, je sais que ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui va m'amener plus loin, justement? Alors, tu sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai remarqué que dans certaines entreprises, je vois des fois des confrères faire des choses qui ne fonctionnent pas et continuer à les faire. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait des choses pensant que c'était peut-être rentable ou intéressant. Et à un moment donné, j'étais obligé de prendre la décision, de réfléchir effectivement sur ma stratégie et d'arrêter de les faire. Donc, pour ça, effectivement, alors, il y a l'analyse qu'on peut avoir, mais je pense qu'il y a toujours intéressant d'avoir une analyse financière. Donc là, on peut se faire aider par son expert comptable. Alors, je ne sais pas si l'expert comptable, il a la capacité à analyser chantier par chantier. Peut-être qu'il peut vous mettre à disposition des outils. En tout cas, si vous passez, si vous mettez à travailler avec des gens comme Marine, ils auront la possibilité de vous donner des outils peut-être pour vous permettre déjà d'analyser la rentabilité secteur par secteur. Parce que quelquefois, si on ne prend pas le temps de cette analyse, le temps de cette prise de hauteur, on continue à faire des choses en pensant que c'est rentable, mais quand on analyse vraiment, on pourrait employer notre temps à faire d'autres choses bien plus rentables. Moi, j'ai vu des gens et j'ai moi-même des fois perdu de l'argent avec certains de mes clients en pensant en gagner quand même. Bon, j'ai un peu honte de le dire aujourd'hui, mais c'était une époque où on n'avait pas une comptabilité aussi poussée que ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le groupe. Et des fois, effectivement, ça arrive, donc c'est une erreur. Mais de prendre ce genre de décision, de mesurer permet effectivement d'avoir un impact, de permet de changer de stratégie. Donc, c'est vrai qu'une des premières choses qu'il est important de faire, à partir du moment où vous êtes lancé, c'est de mesurer de manière à ce que vous puissiez vous adapter et que vous puissiez, le cas échéant, changer de stratégie. Ça, c'est fondamental, effectivement, de pouvoir mesurer. Et je vous mets en garde parce que c'est pas le job de votre expert comptable. Votre expert comptable, il va vous produire des comptes à l'année, il va vous dire si votre business, il est rentable ou pas, mais dans le détail, il regardera pas. Et vous pouvez avoir un truc sur lequel vous gagnez vachement d'argent, d'autres vous perdez, ça donne une moyenne pas trop dégueulasse et l'expert comptable va vous valider le passage à l'année supérieure, mais à l'arrivée, peut-être qu'en ayant supprimé le truc qui est pas rentable, vous garderiez et vous développeriez stratégiquement que ce qui est rentable et vous gagneriez plus d'argent. On a toujours tout intérêt à gagner plus d'argent. En plus, on vit dans une région, on vit à Toulouse, en Occitanie, avec des gens qui pouvaient avoir une stratégie, je parle pour les sous-traitants d'Airbus, qui avaient une stratégie qui roulait depuis des années, des entreprises qui n'avaient vraiment aucune raison de remettre quoi que ce soit en question. Et on a vu avec l'arrivée d'un Covid-19 que il y avait des stratégies qui étaient peut-être à revoir. On a vu des sous-traitants qui ont commencé à chercher à diversifier leur clientèle alors qu'ils étaient monoclients. Être monoclient, ça peut être un choix stratégique. Ça a été le choix de ces entreprises à une période. Mais aujourd'hui, ça s'avère que pour moi, être monoclient, c'est très dangereux. C'est rarement, même pour eux, c'était rarement bon. C'est très dangereux même. C'est clair. Nous, aujourd'hui, on travaille pour Airbus. On a en entretien leur toiture. D'ailleurs, ils nous ont clairement demandé à ce qu'aujourd'hui, la part d'Airbus ne dépasse pas 30% de notre chiffre d'affaires. Et je pense que c'est intéressant. Donc, nous, ça nous oblige à aller chercher du chiffre d'affaires ailleurs. À chaque fois qu'on va un chantier chez Airbus, faut aller en chercher 2 autres ailleurs du même montant. Donc, ça nous oblige. Mais voyez-vous, donc, quelquefois, ça peut être le client qui nous pousse dans notre stratégie de développement parce que lui nous impose qu'on ne dépasse pas 30% du chiffre produit. Ça reste rare quand même. Oui, ça reste rare, mais c'est ce que fait Airbus, peut-être d'ailleurs plus depuis le Covid aujourd'hui, mais effectivement, on ne peut pas dépasser 30% de notre chiffre d'affaires chez eux. Bon, très bien. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais du coup, le client peut aussi faire booster la stratégie. J'ai lu ce matin dans le journal, je suis tombé sur quelques chiffres que je voulais partager avec toi. 45% en ce qui concerne l'échec des entreprises artisanales. Et du coup, je relève ces chiffres qui m'ont un petit peu impressionné. 45% des échecs proviendraient de carences commerciales, d'accord, au niveau du dirigeant ou de l'artisan. On ne serait pas des bons vendeurs, nous, les artisans, parce que j'ai pas de mal à croire d'ailleurs. 26% des échecs proviendraient de carences en gestion. On parle ici de pilotage de trésorerie, pilotage d'entreprise. 19% des échecs proviendraient de défauts de compétences techniques. Ça arrive encore.
C'est pour ça, les gars, attention, dans votre stratégie, quand vous croyez être bon, t'es sûr que t'es si bon que ça? Mais je pense que les gens qui se sont plantés sur la partie technique, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont voulu prendre un truc qui dépassait un peu le niveau de leurs compétences, et c'est là où on risque le faux pas. Globalement, on sait ce qu'on est capable de faire et bien faire, mais si on dépasse, 19% donc des entreprises, des échecs qui proviendraient de défauts en compétences techniques et 10% des échecs qui proviendraient de carences touchant du réseau relationnel et du management. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Quand on est chef d'entreprise et qu'on recrute, est-ce que ça fait de nous, est-ce qu'un bon artisan, ça fait de nous un bon manager? Ça, c'est une vraie question quand même. C'est pas évident, ça. Pas forcément. Déjà, pas forcément. Mais comme n'importe quel autre métier. Oui, c'est vrai. Alors, c'est là où on voit très clairement le besoin des compétences humaines. D'ailleurs, si on regarde bien, 45% des échecs qui proviennent du commercial, 10% de management. Tout ça, c'est la gestion de l'humain. Moi, j'ai remarqué que les gens qui avaient du mal à gérer, à manager des personnes ou qui des fois étaient pas très doués avec les clients, n'en avaient pas confiance. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour nos amis artisans qui nous regardent, qui ont peut-être du mal à transformer les devis, qui ont peut-être du mal à gérer leur chef d'équipe ou qui s'y prennent pas bien avec l'apprenti? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour avoir un regard extérieur, à part évidemment celui d'être prêt à se remettre en question? Une fois qu'on est prêt à se remettre en question, où c'est qu'on peut aller pour se faire guider? C'est un gros point d'être capable de se remettre en question, mais d'être à l'écoute aussi, énormément, de son équipe, parce que déjà, ils peuvent avoir des idées stratégiques, des fois, parce qu'ils sont sur le terrain et que forcément, nous, au fil de l'eau, on l'est plus forcément, par exemple. Donc, ils peuvent faire remonter des éléments comme ça. Et plus sur l'aspect commercial, c'est être convaincu de ce qu'on vend, parce que imagine, tu as une personne devant toi qui veut te vendre un stylo, qui dit, bon... il a de l'encre, mais pas trop. Des fois, il marche, des fois, il marche pas. Il sèche vite aussi. T'as envie de lui acheter son stylo? Non. C'est vrai que c'est pas très vendeur ce que tu viens de me balancer. Voilà. Bon, là, c'était vraiment une caricature. Mais en l'occurrence, c'est un petit peu ça. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui veut me vendre toute la réno de ma maison, mais que... il sait déjà pas de quoi il me parle, il est pas sûr de lui, il va me dire, alors là, ça va être une galère... Moi, j'ai peur, donc j'ai pas envie d'y aller. Des éléments comme ça, donc il faut que je sois convaincue de ce que je vais lui apporter, d'être à l'écoute de ce qu'il veut, parce que s'il veut refaire sa porte et que moi, tout de suite, je lui dis, alors là, il faut refaire toutes les menuiseries, faut refaire les 4 baies vitrées, etc. Je l'ai perdu, c'est bon. Ça m'intéresse vraiment ce que tu dis, mais je voudrais profiter de ce moment-là dans cet entretien pour faire... la petite pause pouce bleu, ça me semble important. Donc, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, on fait une petite pause, vous la likez, vous la partagerez évidemment en fin de vidéo. Regardez-la jusqu'au bout, surtout qu'à la fin, on va vous donner un conseil en ce qui concerne le fait d'avoir une stratégie d'entreprise imparable. Alors, c'est le moment pouce bleu, voilà, vous avez liké. Moi, je dis qu'on peut reprendre. Tu disais effectivement, Marine, qu'à un moment donné, le stylo, il faut savoir le vendre, il faut avoir envie de le vendre. Mais à défaut, j'ai vu des fois des artisans qui étaient un petit peu trop sûrs d'eux. Et si tu regardes sur Internet, embrouille artisan, clash artisan, tu te rends compte qu'en fait, tu es tombé sur des artisans qui, eux, au contraire, ont vendu le pack complet et n'avaient pas du tout la compétence pour la faire. Et là, alors, on a des vrais catastrophes. Ça aussi, mais c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de son client. C'est vrai. Et très souvent, l'artisan, moi, ça a été mon cas, on est un peu partagé quand même entre humilité, c'est-à-dire que on n'est pas, enfin, c'est pas évident de se la raconter. On peut dire, écoutez, moi, je fais les meilleurs taux de Toulouse. D'ailleurs, c'est une notoriété publique. Donc, on doit, bien sûr, quand on est un humain, on peut pas trop se vanter. Enfin, du moins, c'est pas beau d'être prétentieux, on va dire. C'est pas de la prétention qu'il faut avoir, parce que bon, une fois sur deux, ça va pas passer dans tous les cas. Ouais. Mais c'est plus d'être convaincu de ce que je vais vendre. C'est pas dire je suis le meilleur, vous trouverez pas meilleur ailleurs. C'est de savoir de quoi je parle, de savoir quelle solution proposer à mon client qui sera la plus adéquate à son besoin initial. C'est ça aussi. Ça part de l'écoute. Ouais, c'est toujours de l'écoute. C'est toujours de l'écoute. C'est toujours de l'écoute. Ouais. Ça, j'avoue très sincèrement que j'ai trop vu de gens d'artisans qui voulaient vendre leur solution
avant d'avoir écouté Ouais. le besoin du client. Écouter le besoin du client, ça semble aujourd'hui être quelque chose de normal, mais c'est pourtant pas ce qui est fait. Si demain vous voulez acheter une voiture, je sais pas, et que vous arrivez, vous voulez acheter une voiture personnelle, et puis vous êtes artisan et vous, je sais pas, bon, vous allez chez Peugeot et vous voulez acheter peut-être, je sais pas, il y a des jolies voitures Peugeot, je connais pas trop, je crois la 508, c'est joli ça. Tu sais pas non plus, Non. je crois que c'est joli. Mais si vous arrivez en bleu de travail, le vendeur de Peugeot, il va vous voir arriver et lui va se dire c'est un artisan, je veux lui vendre un expert. Il va vous faire pendant 3 plombes l'argumentaire sur l'expert, alors qu'à l'arrivée, ce qui vous intéresse, c'est une 508. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'aura pas pris le temps d'écouter. Dites-vous que vous pouvez faire exactement la même chose en vous pointant chez un client, en pensant qu'il faut faire ça, ça et ça. Vous n'avez pas écouté, les gars. Ça se trouve, c'est pas du tout le sujet. Et vous pouvez perdre des affaires, justement parce que vous êtes hors sujet, tout Ouais. simplement. Donc, oui, effectivement, on a vu aussi, donc, dans ce qui était assez intéressant par rapport à ces chiffres que j'ai donnés, c'est la partie technique. Est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, moi en tant qu'artisan, là on a vu 19% des échecs proviendraient d'un défaut de compétences techniques. Est-ce que ça voudrait dire qu'avec le temps, je deviens moins bon? Quelque part, ça peut être le cas parce on va avoir des innovations sur la plomberie, sur l'électricité, par exemple. Enfin, c'est que Ouais, des c'est vrai. exemples, mais je vais avoir des changements automatiquement. Donc, c'est important de me former, que je reste au courant de ce qui se fait, mais pas que. Et je le vois souvent, c'est que en pleine croissance, une entreprise, elle va accepter. En fait, elle va accepter le travail. Oui, c'est super, on grandit. Sauf que du coup, on va prendre du personnel, on va vouloir aller vite, répondre rapidement. Et là, en général, c'est fatal, c'est qu'on a une complète désorganisation. Et à partir du moment où on a une perte de contrôle aussi globale sur l'entreprise qui peut arriver, c'est une perte de qualité aussi. Et je pense que les problèmes techniques peuvent venir de là. C'est parce qu'on a beaucoup de chantiers, on n'a pas eu le temps de s'organiser, on n'a pas pu anticiper. Et du coup, il faut aller vite. Et quand on va vite, il y a des très bons techniciens qui font très bien, très vite. Mais quand on sort de son rythme de croisière, souvent, oui, il peut y avoir des petits loupés. J'espère que vous avez bien écouté parce que, mon Dieu, que c'est intéressant et que c'est vrai. Tu as raison. C'est vraiment une conséquence de la crise de croissance d'une entreprise, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se développe, on embauche sur CV des bons. Mais des bons, si on ne met pas derrière un contrôle et on n'a pas le temps de mettre en place le contrôle, et on peut se roncer là, c'est le client qui des fois nous rappelle à l'ordre et qui nous dit hop, attention, moi il y a un problème sur ce chantier. Et oui. Et c'est là où ma stratégie, par exemple, là où ça a toujours marché, ma stratégie, elle peut connaître son point un petit peu culminant parce que j'ai trop grandi, j'ai des erreurs, j'ai une satisfaction client qui est plus aussi forte que ce qu'elle a pu être. Et du coup, après, commercialement ou en termes de communication, c'est plus compliqué. Donc, en fait, quand on réfléchit à la stratégie, en travaillant avec des gens comme toi, tu sais très bien qu'à partir du moment d'une certaine taille, il va falloir mettre en place des gens dans l'encadrement, dans l'organisation. Oui. Et dans le contrôle, peut-être, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est peut-être souvent les mêmes qui font ça en général. Les gens qui font un conducteur de travaux, on en parlait tout à l'heure, peut être amené à avoir des missions d'organisation, de suivi de chantier et de contrôle. Bien sûr. Le cas échéant, puisque très souvent, le chef d'entreprise garde pour lui la mission de commercial et très souvent, il est là, il doit vendre. Et puis, plus l'entreprise se développe, plus il doit vendre. Donc, effectivement, on peut avoir des pertes au niveau de l'organisation, de la qualité. C'est une phase, nous, qu'on a effectivement connue dans notre croissance, qu'on a dû être très, très réactif. Mais c'est très pertinent. C'est un sujet, effectivement, qui mérite d'être souligné et vraiment, grosse vigilance sur ce point-là. Attention, quand on est en pleine croissance. Donc, c'est des choses qu'on peut prévoir dans le fond à l'avance quand on le sait. Ça sert à ça, l'accompagnement. Oui, mais souvent, quand on est tout seul, parce que souvent, et surtout sur les artisans, on se retrouve un petit peu tout seul. Parce que on n'en parle pas à tout le monde, puis on n'a pas forcément envie d'en parler d'ailleurs, parce que on a déjà la journée un petit peu dans les pattes, on a envie de couper, ça arrive, c'est pas tout le monde. Mais souvent, et du coup, on se retrouve un peu tout seul
On n'en parle pas forcément, et sauf que il faut que je m'occupe de mon salarié qui est pas venu ce matin, de celui qui est en arrêt maladie, de mon client qui est pas content parce que il lui manque une plainte. Le banquier parce que je suis à découvert, et Voilà. qu'il faut bosser sur la stratégie. Alors, est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tôt de bosser sur la stratégie, ou est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard de bosser sur la stratégie? C'est plus trop tard que trop tôt. D'accord, c'est jamais trop tôt, C'est jamais trop tôt. mais ça peut être trop tard. C'est souvent rattrapable, mais il y a jusqu'à un certain point. Si je me retrouve par exemple en redressement, que j'ai des créances en veux-tu, en voilà, parfois on a beau s'entourer, ça peut être trop tard. Et c'est dommage. Alors que si on s'y était pris un peu plus tôt, on aurait pu rattraper. Ok. Donc oui, ça peut être trop tard, mais c'est jamais trop tôt. Ok. Si j'ai pas de stratégie, je risque quoi? Se désorganiser, de pas satisfaire mes clients, de connaître le déclin. C'est Donc moche, syndic. Non, je risque d'aller dans le mur, quoi. Non, pas nécessairement. Mais déjà, ça donne de la motivation. Enfin, c'est de se dire, allez, tous les matins, je me lève, tous les matins, je vais faire mon commercial. Même si je suis pas fan de faire du commercial, je le fais parce que je sais que personne parlera de mon entreprise comme moi, je vais en parler. Personne connaît mes gars comme moi, je les connais. Donc forcément, je vais plus facilement convaincre. Et c'est ça qui va faire que je vais aller voir mes clients tous les jours, que je vais gérer mes équipes tous les jours, parce que je sais que dans 3 ans, j'aurai des nouveaux locaux. Peut-être que je pourrais me payer plus aussi, parce que c'est quand même c'est quand même un peu le nerf de la guerre. C'est de se dire peut-être que je pourrais revendre ma boîte aussi, éventuellement. Sauf que il faut quand même que je la développe un petit peu pour mieux la vendre. Mais c'est ça qui va faire que je vais être poussée tous les jours. C'est d'avoir ce gros objectif. Et puis, une fois atteint cet objectif, un peu le monde est à vous, quoi. Enfin, c'est pas jusque-là, parce que bien sûr, il faut avoir les ressources en interne. Et c'est là où le prévisionnel, il est important. C'est qu'il faut que je prévoie tout ça. Ouais. Mais plus on a envie d'avancer, plus facilement on a un objectif, mieux ce sera. Automatiquement. Ok, donc la stratégie dans le fond, c'est ça. C'est définir où on veut aller, comment on veut y aller et quels sont les moyens que je vais avoir besoin pour y aller. Globalement, c'est ça. C'est ça. Bon, j'espère que vous y voyez plus clair en termes de stratégie. Pour moi, c'est beaucoup plus clair. Marie, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans cette interview. Je vous avais promis un petit cadeau en milieu d'interview. Et en fait, très gentiment, Marine a accepté de laisser donc son adresse mail. Vous l'aurez en commentaire de cette vidéo. Et si vous avez des questions stratégiques, vous pourrez la contacter directement. Je te remercie. C'est très sympa pour les gens qui nous regardent. Si vous avez peut-être d'autres conseils ou d'autres idées qui vous sont venues en termes de stratégie, ou si votre expérience personnelle en termes de stratégie peut venir apporter de l'eau au moulin de ceux qui ont regardé cette vidéo et qui regardent les commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Likez la vidéo si ce n'est pas fait, partagez-la. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas, on ne construit rien tout seul. À bientôt. Salut.